Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la première partie de 85 chrono. Première partie dans laquelle on va revenir sur l'actualité sportive du week-end, mais restez bien avec nous jusqu'au bout de la deuxième partie puisque on vous dévoilera le plateau sportif de la 9e édition de l'Open de Vendée de tennis qui aura lieu du 3 au 9 octobre au Vendespace. Maxime Contant, co-directeur du tournoi, et Patrick Miot, président du comité d'organisation, seront avec moi tout à l'heure pour vous dévoiler donc les noms des joueurs qui participeront au tournoi. Mais on va débuter avec de la voile et la Golden Globe Race. Le skipper PRB Damien Guillou a pu repartir en course ce samedi en raison d'une avarie sur son régulateur de vitesse. Il avait été contraint à faire demi-tour et de rentrer au Sable d'Olonne alors qu'il était en tête de la course. Toute son équipe s'est activée pour remettre le bateau en état et la ligne de départ était ouverte jusqu'à dimanche 16h. C'est donc reparti pour Damien Guillou qui va maintenant tenter de combler son retard. C'est le Britannique Simon Corwen qui est pour l'instant à l'avant de la flotte. Du triathlon avec un gros week-end de triathlon du côté de Saint-Jean-de-Mont avec pour commencer samedi les finales des Grands Prix D1 hommes et femmes. Une dernière étape qui pouvait encore chambouler les classements de ces championnats de France par équipe. Chez les femmes, Val-de-Grès remporte l'étape mais c'est Poissy qui termine en tête du classement général. Et puis chez les hommes, l'équipe de Saint-Jean-de-Mont a brillé à domicile avec notamment une 3e place pour Mario Mola, 4e place pour Léo Bergère et 12e place pour Louis Vitiello. Les Montois remportent donc cette étape devant Poissy et Liévin, mais ça n'a pas suffi pour se hisser sur le podium du classement général. L'équipe des Sables d'Olonne, avec notamment Pierre Lecor qui termine 5e, conserve sa 3e place. Poissy est sacré champion de France devant Liévin. Un seul point d'écart entre les Sables 3e et Saint-Jean-de-Mont 4e. On va écouter le Montois Léo Bergère, récent champion d'Europe de triathlon courte distance. Il est au micro d'Alain Charrier. Il y avait vraiment du costaud en face chez les équipes adverses. Donc voilà, on savait que la concurrence allait être rude et que la victoire allait pas être facile à aller chercher. Et voilà, on n'a pas été déçus pour cette course-là. Ouais. C'est plutôt positif parce qu'on gagne par équipe et c'est vraiment ce qu'on était venu chercher à domicile. Donc voilà, la foule nous a bien poussé toute la course. Et voilà, on a des belles places à l'arrivée et on finit 4e normalement du championnat. Donc seule petite déception sur cette saison. Je pense qu'on avait largement les capacités d'aller chercher le podium. Donc on essaiera de se racheter l'année prochaine. Mais voilà, pour l'heure, on va déjà savourer cette victoire sur la finale à la maison, quoi. Et ce week-end de triathlon à Saint-Jean-de-Mont s'est poursuivi dimanche avec notamment le championnat de France de paratriathlon, mais aussi les finales des Grands Prix D2, hommes et femmes. À noter la performance chez les femmes de l'équipe des Sables d'Olonne qui a remporté l'étape et qui termine en tête du classement général. Les Sablaises évolueront donc en division 1 la saison prochaine. Et donc, comme je vous le disais, le week-end s'est achevé avec les championnats de France de paratriathlon, 55 concurrents au total. Et on retrouvait bien sûr Gladys Lemoussu du club de Saint-Jean-de-Mont. Et pour la 8e fois, elle a décroché le titre national sur ses terres dans la catégorie PTS 5. Victoire également du Vendéen Thibaut Rigaudot dans la catégorie PTV 1. En PTS 4, le Rouennais Alexis Anquincan a lui aussi de nouveau dominé l'épreuve. On va écouter la réaction de Gladys Lemoussu ainsi que celle du président du club de Saint-Jean-de-Mont, François Pouvreau, des propos recueillis par Alexandre Lenaour. Ce qui n'est pas négligeable, c'est que je suis chez moi. Donc j'avais le nom Gladys qui sonnait partout tout au long du parcours. Et ça, en fait, c'est un peu comme les Jeux qui vont se dérouler à Paris. Ça va être les Français seront derrière les Français. C'est important le public pour nous, notamment que dans le sens où on est moins médiatisé que les valides, si je puis dire. Mais je pense que c'est de bon augure. Je pense qu'il faut commencer localement, à titre local, d'être soutenu. Et puis je pense que les Jeux de Paris 2024, ça va donner un élan et un essor juste, je l'espère, merveilleux pour nous en tant que parasport. Énormément de public qui sont venus soutenir justement ces paras. On avait quand même 55 participants avec d'un champion olympique, des médailles olympiques, donc des champions de France, des champions d'Europe. Donc vraiment un très très beau plateau et du très beau spectacle. Et c'est important pour les paras et ce qu'ils aiment bien, c'est qu'en fait ils profitent du même circuit que la division 1, que la division 2. C'est vraiment la finale du championnat de France. Et puis beaucoup de public qui sont venus les encourager et supporter et pour eux c'est vraiment très très important.
Et un mot d'athlétisme avec Louise Maraval, l'athlète du club de l'Entente-Sèvres qui portait le maillot de l'équipe de France ce week-end à l'occasion des Jeux méditerranéens U23 qui se déroulaient à Pescara en Italie. Louise Maraval qui a décroché la médaille d'argent sur le 400 mètres haies avec un chrono de 57 secondes et 73 centièmes. Et puis gros événement de course à pied ce dimanche du côté de Némy avec la 17e édition du semi-marathon de Némy avec 344 concurrents au départ. Un 10 km était également au programme, 10 km qui a été remporté par Simon Cellier du Team Sport 85 chez les hommes en 35 minutes 12 secondes et par Elsa Blénaud de la Chaise-le-Vicomte chez les femmes en 46 minutes 39. Sur le semi-marathon, victoire de Gaël Vrignot des Sartras. Il est en pleine préparation du prochain marathon de Chicago qui aura lieu en octobre et il s'est imposé ce dimanche à Némy en 1h18 minutes et 22 secondes, un peu moins d'une minute d'avance sur son poursuivant. Chez les femmes, c'est la vainqueur de l'an passé qui s'est de nouveau imposée, Charlotte Omary de Moutier-les-Mauffais qui courait cette fois avec un drapeau sur le dos, le drapeau de meneuse d'allure et elle a bouclé ce semi-marathon comme prévu en 1h45. Elle signe donc un deuxième succès sur ce marathon de Némy. On va écouter sa réaction ainsi que celle de Gaël Vrignot au micro de Sandrine Pelletier. Première sur semi-marathon, j'ai accepté cette année d'être meneur d'allure officiel pour 1h45. Il leur manquait quelqu'un pour 1h45. L'année dernière, je l'ai fait officieusement en 1h30. Donc cette année, c'était plutôt cool. Mon meilleur temps, c'est 1h28 sur le semi. Donc voilà, 1h45. C'était facile. Le parcours n'est pas tout simple. Il y a des petites côtes, des faux plats montants, mais c'est un parcours plutôt très agréable. Et le fait d'être meneur d'allure, d'avoir un groupe derrière soi, c'est plutôt très agréable. Parce qu'il y a une petite ambiance sympathique, on discute, on essaie de détendre un petit peu et c'est plutôt sympa. Parcours assez vallonné, j'ai trouvé. Autrement, beau parcours. En nature, beau parcours, un peu de chemin, un peu de la communale. Non, c'est un beau parcours. J'étais au bout de moi-même, quoi. Donc, c'est avant d'être une course contre les autres, c'est une course contre soi-même. Donc, de bonnes sensations, J'ai laissé voir comment que ça partait et après j'ai pris mon tempo. Donc, ça a tenu, donc je suis content. On ouvre une page football à présent et on commence avec le championnat de National 2. C'était ce week-end la 4e journée et l'équipe des Herbiers qui affrontait celle du Stade Bordelais samedi au stade Massabielle. Le VHF qui avant cette journée totalisait une victoire et 2 matchs nuls. Une première grosse occasion pour les Herbretins en rouge et noir avec une frappe de Lucas Dory qui passe juste au-dessus du cadre. À la 12e minute, à la suite d'un corner, la tête de Jérémy Billy est repoussée par une parade du gardien, mais Benjamin Brélivet a bien suivi et ouvre le score 1-0 pour les Herbiers. Réaction du Stade Bordelais avec à la 15e minute Adrien Saïbedine qui tente sa chance. C'est détourné par le gardien vendéen Rémi Pillot. 1-0 à la mi-temps. En seconde période, les Herbretins se montrent dangereux à plusieurs reprises dans le camp bordelais mais sans trouver la faille. À la 56e minute, Jérémy Billy est à la réception d'un centre venu de la droite mais il n'arrive pas à ajuster sa reprise de la tête. Toujours à 1-0 jusqu'à la 73e minute et cette percée du Bordelais El Jed qui va trouver Saïbedine. La frappe de ce dernier termine dans le petit filet. Le Stade Bordelais égalise un but partout. Les Girondins qui terminent la rencontre à 10 à la suite de l'expulsion de Moussa Dia, coupable d'une faute sur Matondo. Le score ne bougera pas dans les dernières minutes, un partout. Nouveau match nul pour le VHF. On écoute les réactions des coachs au micro de Sandrine Pelletier. Je suis satisfait, déjà au niveau comptable, au niveau aussi d'avoir pu marquer un but dans le jeu, parce qu'on a des grandes difficultés à finir justement nos actions. On a fait des bons matchs, des bons contenus. On avait des difficultés à marquer des buts autres que sur coup de pied arrêté. On n'en a mis qu'un. Je pense qu'il y a des faits de jeu aussi qui ne sont pas trop en notre faveur. Et j'aurais été curieux de voir la fin de match à 11 contre 11 parce qu'on fait une deuxième mi-temps très bonne. Donc je pense qu'on aurait pu mériter éventuellement d'aller chercher la victoire sur la fin de match parce que même à 10 contre 11, on a quand même encore eu des petites choses. Donc, mais voilà, si je prends un tout petit peu de recul, je me dis qu'un point aux Herbiers, c'est très bien. Première mi-temps, je dirais que c'est la moins aboutie depuis le début de saison. On a eu du mal à rentrer dans le match. Physiquement, on était un peu moins bien. C'était tous les joueurs. Donc il y a des jours comme ça, mais ça ne nous a pas empêché de mener 1-0.
Et puis la deuxième mi-temps a été de meilleure facture. Le regret que l'on a, c'est qu'on a pléthore d'occasions pour mettre ce deuxième et on ne l'a pas mis. Et puis on paye cher nos petites erreurs. Donc voilà, on prend un but un petit peu bizarre même, mais bon, on prend un but quand même. On a encore eu des situations en fin de match, mais on n'a pas réussi à gagner 2-1. Donc encore du travail, mais je pense que c'est de bon augure pour la suite. Avec une victoire et 3 matchs nuls, l'équipe des Herbiers est donc toujours invaincue et occupe la 7e place au classement. Prochain rendez-vous pour le VHF, ce sera samedi sur la pelouse de la réserve du SCO d'Angers, 3e au classement. Toujours en football, le week-end était marqué par le 3e tour de la Coupe de France et l'entrée. Alors ça, c'est la division de féminine, on en parlera dans quelques instants. Mais d'abord, la Coupe de France et le 3e tour marqué par l'entrée en liste des clubs de National 3. Ça concernait 6 équipes en Vendée. Seulement 4 ont réussi à obtenir leur billet pour le tour suivant, car le Poiré-sur-Vie s'est fait surprendre à Ancenis, équipe de Régional 1. Défaite au tir au but, 6-5, un partout après le temps réglementaire. Même chose pour La Roche-ESO, éliminée par Saint-Julien-Divat, équipe de R2. Un partout au terme du temps réglementaire, 3-2 pour Saint-Julien-Divat au tir au but. 4e tour de cette Coupe de France les 24 et 25 septembre, avec l'entrée en liste des équipes de National 2. Et puis en Division 2 féminine, c'était la première journée de la saison ce week-end. Et ça commence mal pour La Roche-ESO, battue à Orléans 3-0. Le prochain match, ce sera dimanche prochain. Les Lyonnaises recevront le FC Nantes au stade de Saint-André-d'Ornay. Du handball à présent avec la Nationale 1 masculine, c'était la 2e journée et 2e défaite pour Pouzauges, battu ce dimanche sur le terrain de Rezé 30-25. Le score était de 15-13 à la mi-temps. Le PVHB 13e et avant-dernier recevra Mainvilliers-Chartres samedi prochain. Toujours en handball en National 1, féminine cette fois. Là aussi, c'était le début de saison et c'est une victoire pour La Roche-sur-Yon sur le terrain de Bergerac. Victoire 30-25. L'équipe de Liviu Burileanu jouera à domicile samedi face à Angoulême. C'était également la reprise pour l'équipe 2 de La Roche-Vendée Handball qui accède cette saison à la Nationale 2. Les joueuses d'Ophélie Charbonneau recevaient Limoges Hand 87 samedi soir à la salle Omnisport. Limoges relégué de Nationale 1. Après un premier quart d'heure équilibré, Limoges creuse un léger écart et mène 9-5 après 20 minutes de jeu. Les Lyonnaises se ressaisissent et ne comptent plus que 2 buts de retard à la mi-temps. Ça fait 11-9 pour Limoges. En seconde période, après que Limoges ait réussi à reprendre 3 longueurs d'avance, La Roche égalise à 13 partout à la 38e minute. Mais Limoges va ensuite enchaîner 4 buts et mener alors 17-13. Les Vendéennes recollent une nouvelle fois, 17-16 à la 48e minute. Mais dans les 10 dernières minutes, Limoges prend le dessus et s'échappe au tableau d'affichage. Les Lyonnaises sombrent et ne parviennent plus à marquer. Limoges l'emporte finalement assez largement sur le score de 27-19. Les réactions des coachs au micro d'Alain Charrier. Pendant 53 minutes, on se bat, on est à la hauteur. On a des bonnes choses en défense, on a des bons cycles défensifs et aussi en attaque. Et après, physiquement, on craque un peu, aussi au niveau de la lucidité. Nous, il ne faut pas oublier qu'on monte de N3 en N2. Donc 53 minutes, tenir la dragée haute à une équipe de Limoges qui est toujours autant renforcée. C'est vraiment ça qu'il faut garder ce soir. Et l'envie des filles, il y a vraiment eu des bonnes choses, des bons cycles, des organisations défensives où on a permis de récupérer des ballons. Après, on est un peu timide et on se précipite parfois un petit peu trop, mais en tout cas il y a la volonté et il y a vraiment une équipe très soudée et derrière à la fin on craque, mais il faut garder 53 minutes, il faut garder les 7 dernières où on craque et on ne doit pas craquer, mais on va apprendre au fur et à mesure. Elles nous ont vraiment posé des problèmes. Après je pense qu'à l'usure physiquement on a réussi à appuyer un petit peu au moment où il a fallu appuyer pour faire l'écart et le maintenir. C'est un match de reprise, c'est un premier match de championnat où tout n'est pas parfait, où il nous reste encore du travail, on a pu le voir ce soir. Mais voilà, principalement on retiendra la victoire ce soir et ce lancement de championnat de la meilleure des manières. On souhaite assurer le maintien le plus rapidement possible, ça c'est vraiment la priorité. Et continuer à travailler sur la formation de nos joueurs, sur la progression et une fois que le maintien sera assuré, se donner le droit d'espérer aller chercher la meilleure place possible au championnat. On ne veut pas se mettre de pression par rapport au classement.
Et on regarde rapidement le classement de cette Nationale 2 féminine. Il est assez simple forcément puisqu'on n'a joué qu'une journée. On retrouve les 6 équipes victorieuses en tête. La Roche qui jouera la deuxième journée samedi prochain avec un déplacement à Celles-sur-Belle. Et puis pour terminer avec les résultats handball, on reprenait également en Nationale 3 masculine. C'était une reprise donc pour le slam. L'équipe d'Aubigny et Moutier-les-Mauffais. Et c'est une défaite à domicile pour cette première journée face au Capo Limoges 28-23. Le slam qui se déplacera à Pessac samedi prochain. On arrive bientôt à la fin de cette première partie de 85 chrono, mais avant de marquer une pause, on va retrouver Diane Delangue pour les titres du journal de TV Vendée. Bonsoir Diane. Bonjour Aurélien. Au sommaire du journal de ce soir, est-ce la fin de la cabane de restauration La Vague de Jars-sur-Mer? La concession qui lui était accordée depuis 20 ans ne sera pas renouvelée pour 2023. KM, la nouvelle salle de musique actuelle de La Roche-sur-Yon, a été inaugurée ce week-end avec 3 jours d'animation destinés au grand public. Enfin, à La Roche-sur-Yon toujours, c'était le week-end des cavalcades au haras de la Vendée. On y découvrait différentes disciplines autour de l'équitation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Aurélien. Merci beaucoup Diane, et donc je vous donne rendez-vous dans quelques instants après une petite page de pub pour la deuxième partie de 85 chrono. Pierre Garnier, notre chroniqueur tennis, nous rejoindra, ainsi que Maxime Contant, co-directeur de l'Open de tennis de Vendée, et Patrick Miot, président du comité d'organisation, pour nous dévoiler le plateau sportif de cet Open de Vendée qui aura lieu début octobre au Vendée Space. À tout de suite.